Bonjour, aujourd'hui nous recevons Boudjemal Aliam. Bonjour. Voilà, donc... Merci pour l'invitation. Merci à vous. Soyez le bienvenu. Voilà, donc vous êtes le président de l'Observatoire de la laïcité Montpellier-Languedoc-Roussillon depuis 20 ans. 15. 15. C'est une vingtaine d'années que je défends Une vingtaine d'années, donc défenseur de la laïcité et de la liberté d'expression. Voilà. Soyez le bienvenu à la Glorieuse, pour qui la laïcité et la liberté C'est la porte-étendard. Voilà, c'est notre porte-étendard. Voilà. Donc vous avez 58 ans, vous êtes né à Relizane. Relizane, en Algérie, une fille. Collège chez les Pères Blancs en Kabylie, puis au lycée de Tizi Ouzou. Suite à l'arabisation de l'enseignement supérieur en Algérie, vous êtes venu à Montpellier pour vous inscrire en fac de droit. C'est ça. Juriste de formation, blogueur hyperactif sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi l'un des fondateurs d'En Marche 34, macroniste de la première heure, parce qu'il y en avait beaucoup de la deuxième, de la troisième, de la 25e aussi. Ouais, et ceux qui sont restés, c'était de la 25e. Hein. Voilà, donc vous avez été éjecté de la start-up Macron par ceux qui sont au pouvoir actuellement. On peut dire ça. Voilà. Pas éjecté, mais je me suis retiré. Ok, donc politique, vous avez été candidat au cantonal en 2015 sur le 5e canton en divers droite Modem. C'est ça. Donc vous étiez en faveur de la suppression du musée de la présence française en Algérie, oui. Musée cher à Georges Frêche. Dans sa dernière mouture, hein, j'étais contre dans la dernière mouture. D'accord. Frêche avait voulu remercier les Pieds Noirs qui avaient voté pour lui. Suite à sa mort, après, c'est resté dans les cartons. Et bon, au final, c'était plus le musée que Georges Frêche voulait. Et donc, Philippe Sorel a bien fait de le supprimer et de le remplacer par le MOCO, qui sert à l'attractivité de la ville de Montpellier. Donc vous êtes passionné par la lecture, le cinéma, les bouquins sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Je suis d'une famille révolutionnaire, donc ça va de soi, normalement. Donc, vous êtes amateur d'huile d'olive et de cigares cubains. Quelle curieuse association. Et du vin. Qualité, têtu, combatif, marche à l'intuition, défaut, expéditif. Ouais, c'est le caractère du bélier. Voilà. Autre chose ? Non, ça va. C'est bien résumé. Voilà, donc le numéro 911 de la Glorieuse, donc face au désastre, la riposte s'organise. Click and collect, le virus dans le commerce. C'est la une du journal de mercredi prochain. Ensuite, on revient sur les départementales et les régionales. Covid-19, piège à l'élection. Ça va être dur, hein. Voilà, et on va nous faire un remake des municipales. Ensuite, latte des jeunes harcelés par la police municipale, une enquête de Coralie Pierre. Et on revient sur un Montpelliérain du XVIe siècle, Philibert Commerson, un fiefé naturaliste, un Montpelliérain qu'on vous fera découvrir. Voilà, Boudjema, merci d'être venu. Donc, on va expliquer une bonne fois pour toutes le sens du terme laïque. Ça provient du latin laicus, lui-même dérivé du grec laikos, signifiant peuple. Donc vous êtes d'origine kabyle musulmane. Confession musulmane, oui, de filiation. Oui. De filiation. Pourquoi avoir créé une association de défense de la laïcité à Montpellier il y a 15-20 ans? C'était venu... défendre la laïcité, c'était défendre les valeurs que l'université française me transmise. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité et le vivre ensemble. C'était rendre service... vu ce qui se passait en Algérie à l'époque, c'était en même temps que les attentats terroristes islamistes en Algérie, il était de mon devoir d'expliquer aux musulmans de France qu'il fallait séparer le religieux du politique. Donc on était parti sur cette base. Parce que, en fait, il y a 15 ans, vous étiez un peu un précurseur. J'étais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est au cœur du débat, quoi. J'étais au cœur du débat. D'ailleurs, dans un gros quotidien que j'appelle la Pravda, local, avait titré Boudjemal Aliam, président d'Ensemble des citoyens 2014, parce que l'association s'appelait comme ça au départ,
c'est moi qui menais le débat dans les réseaux sociaux sur la laïcité, sur le vivre ensemble, sur l'anticommunautarisme. J'étais anticommunautaire, et donc oui, j'étais précurseur, mais je prêchais dans le désert à l'époque. On en arrive à un point où tout le monde parle de laïcité matin, midi et soir, et celui qui ne m'a pas écouté, c'était le premier, c'était en 2017, quand j'ai rencontré pour la première fois monsieur candidat à la présidentielle, monsieur Macron, à la Grande Motte, avec d'autres, on était 15, je lui avais parlé de la laïcité, que c'était le problème majeur qu'il fallait régler et qu'il fallait mettre sur la table dès 2017. C'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Voilà, donc, et là on en revient. Donc vous êtes fils, neveu et petit-fils de révolutionnaires algériens. Il y en a qui disent que la plaie n'est pas refermée. Quel est votre regard là-dessus? Du côté algérien, à partir du moment où on a 80% de la population algérienne qui a moins de 25 ans, enfin moins de 30 ans, la page est tournée. Après, vous avez ceux qui tiennent le pouvoir actuellement. C'est un front de commerce. Des deux côtés d'ailleurs. Mais bon, c'est plus du côté algérien, c'est un front de commerce. La révolution algérienne, c'est un front de commerce. Hein. Ils veulent toujours la repentance. Mais bon, à un moment donné, je pense qu'il faut tourner la page. Et bon, ça va la déchirer, hein, parce que les blessures, elles sont là. On va pas... Mais avec le temps, je pense qu'on est deux peuples qui s'aiment et qui se détestent. C'est comme les mariages, les divorces. Hein. Pourquoi, on est indissociables. Pourquoi avez-vous traversé la Méditerranée et vous êtes venu en France pour faire vos études? Moi, j'ai suivi le cursus familial, c'est-à-dire que chaque génération de ma famille, c'était des médecins, ils venaient faire médecine à Montpellier. Donc, mon oncle est arrivé, était médecin à Montpellier, chef de clinique, le premier. Hein. Il est arrivé en 1939. Il était pion au musée Fabre, hein, parce qu'avant c'était un collège là-bas. Du coup, il était prof d'ophtalmologie. Il a ouvert une clinique à Alès. Donc après, il a soigné tous les mineurs d'Alès qui étaient d'origine kabyle, parce qu'il y avait les Polonais et les Kabyles qui bossaient à Alès. D'ailleurs, plus de 50% de la population d'Alès est d'origine algérienne, hein, de 3e, 4e génération. Après, le deuxième est venu faire ophtalmo aussi, mais la Révolution l'a appelé, donc il est parti faire la guerre d'Algérie, côté FLN. Hein. C'était un révolutionnaire du mouvement FLN. C'était le bras droit du colonel Amirouche, qui était le colonel de la 3e Oulaya d'Algérie, c'est-à-dire la Oulaya Kabylie. Et donc, après, il y a eu d'autres. Je suis venu automatiquement à Montpellier parce que... C'est une tradition familiale. C'est une tradition familiale. Et j'ai fait droit parce que j'ai pas fait médecine. Voilà. Alors, comment en est-on arrivé en France à imposer dans les piscines publiques, à mettre des horaires en place pour les femmes musulmanes et qui se baignent en plus avec des burkinis? À Montpellier, ça s'est pas fait. Hein. Ils ont essayé. Non, mais ailleurs, ça s'est fait. Ailleurs, oui, à Grenoble. À Grenoble, il y a une association communautariste dirigée par des femmes musulmanes, association citoyenne des quartiers nord de Grenoble, qui ont négocié avec le maire de Grenoble des horaires, à Lille aussi, je crois, ils ont négocié des horaires par sexe. Bon, après, apparemment, ça n'a pas marché parce que bon, il y a eu un lever de bouclier, c'est tombé à l'eau, mais ils veulent s'imposer à chaque fois. Enfin, on recule à chaque fois. Hein. Vous avez chaque demande des islamistes, il y a un recul de la République. Donc, c'est leur méthode. D'accord. Vous leur donnez un doigt, ils prennent le bras. Hein. La religion musulmane que vous connaissez bien, peut-on dire qu'elle est tolérante? Normalement, oui. La religion, moi, ce que j'ai appris de ma famille n'était pas religieuse. Hein. Même si mon grand-père était Hadj, comme on dit, il a fait le pèlerinage de la Mecque. Je n'ai jamais vu mon grand-père prier devant nous, prier dans sa chambre. Il y avait une séparation entre l'espace public, même l'espace carrément familial, et sa chambre où il y avait son tapis, et il faisait sa prière tranquillement. Bon, maintenant, c'est devenu à la mode de se montrer religieux, même il y a des gens qui se mettent une trace sur la tête, parce qu'en fait, quand ils prient, ils ont la tête par terre, donc ils se font un petit maquillage là pour dire qu'ils sont plus religieux que les autres, mais bon, il faut arrêter. C'est du cinéma. Hein. Libération la titre ce matin, là, il y a un grand article sur les leçons de laïcité du nouveau maire. Je ne sais pas si vous l'avez lu. J'ai vu passer l'article, mais je ne l'ai pas lu. Mais par contre, j'ai lu l'article de Marianne où on parle de lui. On parle de lui partout parce que c'était le seul candidat qui avait mis sur ses tracts de campagne la laïcité en avant.
Donc, bon, il a joué la carte de la laïcité, ce qui est logique. Il propose une charte, c'est ça? Oui, alors comment expliquez-vous que le maire demande une charte de la laïcité aux associations qui demandent des subventions? C'est sa marotte. On va dire. En fait, le problème de cette charte, c'est qu'elle a été. D'ailleurs, c'est Marianne qui le dit, c'est le journaliste de Marianne que j'ai lu. Il reprend les sept articles de la charte de Chiappa, de la ministre, qui a imposé en 2000. Il y a un an, je crois, juste avant les élections, elle a imposé une charte à toutes les associations qui avaient un lien avec le gouvernement. Bon, cette charte n'apporte rien de plus que la loi de 1905. Le problème de cette charte, c'est bien, pourquoi pas, pourquoi pas une charte pour la laïcité, mais moi j'aimerais savoir comment il veut l'appliquer. Parce que moi je n'ai pas vu cette charte. L'application, elle va être difficile. Bon, après, s'il l'impose à des associations, oui, lui il dit, alors attendez, la question c'était celle de Marianne, j'ai pris la question parce que c'est important, comment pourriez-vous vous assurer que les signataires de la charte respectent vraiment les principes fondateurs? Et M. Michael Delafosse répond, on visite les associations. C'est pas en visitant les associations qu'on va voir s'ils l'appliquent ou pas. Bon, après, il faut voir s'ils acceptent une parité de femmes, s'il est... Comment dire? Alors, oui, on visite les associations, ça ne veut rien dire. Il dit il y a beaucoup de gens de la mairie qui sont en contact avec ces associations, elles vérifieront l'application de la laïcité sur le terrain. On peut pas... Est-ce que vous connaissez des associations qui sont subventionnées et qui ne respectent pas la laïcité à Montpellier? Moi, j'ai eu des échos en 2017, je crois en 2017, ouais, des échos en 2017 de présidents de clubs de sport, de présidents de clubs de sport, de clubs de sport, de quel sport? de boxe sur Béziers et sur Montpellier. On a fait une table ronde à la Radio Clapas, d'ailleurs elle est sur internet. On a fait une réunion et ces dirigeants de clubs étaient terrorisés par les élèves qu'ils avaient, c'est-à-dire les boxeurs ou les taekwondo, il y avait judo, il y avait des équipes de judo, où à l'heure de la prière, les gars s'arrêtaient pour prier. D'accord. Donc il y a un problème. Est-ce que cette charte va s'appliquer aux associations sportives de Montpellier? Il faut demander à monsieur... Bon, on lui demandera. À monsieur le maire, comment va se dérouler cette application. Voilà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, on peut dire, une fenêtre d'opportunité à se proclamer laïque? Moi, j'ai toujours été laïque. Maintenant, oui. Je ne parle pas pour vous, je parle... En général. Ouais. Ah oui, ça devient maintenant une étiquette. Je suis laïque, donc votez pour moi. Quelle politique identifiez-vous comme opposée à la laïcité? C'est-à-dire quel courant politique aujourd'hui est opposé à la laïcité? Je pense que la laïcité peut se voir, par exemple, l'extrême droite qui dit qu'elle est laïque, Madame Le Pen, par exemple, le Front National est devenu Rassemblement National, qui dit qu'il est laïque, il n'est pas laïque du tout. Il est anti-musulman. La laïcité il se sert de la laïcité comme il se sert du drapeau français, comme il s'est servi de la Marseillaise. C'est juste un dérivatif. En fait, la laïcité sert à exclure l'autre. On a l'impression que tout le monde est laïque en France. C'est une impression oui, pourquoi pas. Sauf les religieux... intégristes. Pas forcément intégristes, mais sauf les religieux affirmés, on va dire, qui veulent faire passer la religion avant la République. Il y a des intégristes, mais enfin il y a des religieux qui sont affirmés et qui considèrent que la religion est plus importante que la... Oui, mais il y a différentes religions, il y a des intégristes... Il y a différents niveaux de religion, quoi. Il y a des intégristes, les islamistes politiques intégristes qui veulent imposer leur idéologie qui est fascisante, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, on vous décapite, mais un religieux chrétien ou bouddhiste ne va pas vous décapiter. Oui. Voilà, donc le degré il est là. Donc moi ce qui m'intéresse, s'il est religieux pour lui, s'il est intégriste dans sa façon de vivre, c'est pas un problème. Mais je ne veux pas qu'on l'impose aux autres. Les islamistes musulmans veulent vous imposer leur mode de vie. C'est-à-dire qu'ils viennent en France, dans un pays de liberté, ils veulent vous imposer le mode de vie de l'Arabie Saoudite. Il est hors de question qu'ils viennent ici vous imposer un mode de vie autre que celui-ci. Se réclamer aujourd'hui de la laïcité est-il neutre électoralement?
Oui et non. Oui. Ça ne rapporte rien. Hein, on est tous pratiquement laïcs hein, en France. Bon, à part une minorité. Maintenant, par contre, il y a des partis communautaires qui se montent. Hein. Les partis musulmans dans la région parisienne, ils ont eu quelques pourcentages. Donc vous avez des élus qui ont été élus avec des partis communautaires musulmans. En Belgique, il y a eu un élu, hein, il y a un maire islamiste. Donc il faut faire attention que ça ne se propage pas. Il y a les Turcs aussi. Hein. Alors, parce que bon, la laïcité s'est construite contre l'influence du catholicisme. Donc au départ, on disait qu'elle était anticléricale. C'est ça. Maintenant, on dit qu'elle est anti-musulmane. Ils ne comprennent pas, en fait. Les musulmans et ceux qui se prétendent les défendre ne comprennent pas le sens de la laïcité. La laïcité, dans l'esprit d'un musulman normal, d'ailleurs, je discute avec des imams, hein, ils pensent que la laïcité est équivalente à l'athéisme. Et quand on leur explique que la laïcité, c'est juste un cadre juridique où on met des gens de différentes obédiences religieuses ou idéologiques et qui peuvent vivre ensemble. Voilà, c'est un vivre ensemble, mais en ayant... Enfin, c'est un cadre juridique tout simple. Hein. Donc voilà. Pourquoi la laïcité a-t-elle tant de mal avec l'islam? Parce que la laïcité n'existe pas chez les musulmans. Parce que c'est une confusion. Dans l'islam, c'est aussi bien un dogme politique qu'un dogme religieux, donc c'est mélangé. Alors qu'on peut se séparer, puisqu'on n'a pas de clergé dans l'islam. C'est ce qui est étonnant. Normalement, la religion musulmane devrait être laïque par essence, puisqu'il n'y a pas de clergé. Donc, c'est entre l'individu, le religieux plutôt, celui qui est religieux, dans sa vie personnelle, qui est spirituellement, qui est en direct avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'imam. L'imam, c'est juste celui qui dirige la prière. Donc, il n'y a personne entre moi et Dieu. Donc, les gens qui tuent au nom de l'islam, c'est des barbares, c'est pas des musulmans. Hein. Enfin, pour moi, c'est pas des musulmans. Si on applique la vraie religion. Certains pensent que le regain de religiosité musulmane en France est mal perçu par une partie de l'opinion. Partagez-vous c'est normal, quand on décapite des gens, il ne peut être que mal perçu. On rattache 90%, d'ailleurs, 90% des musulmans qui vivent en France vivent tranquillement. Vous avez une minorité de barbares ou de voyous ou d'islamistes intégristes qui veulent imposer un point de vue aux autres. Donc c'est sûr qu'elle est mal vue. Quand un type, le prof enseignant qu'on a décapité, comment voulez-vous qu'il voit la religion musulmane? Le mec se prétend musulman et il vient de décapiter un prof de lycée. Comment on peut percevoir cette religion? Alors que c'est pas... religieusement, c'est pas l'islam. Kléber Mesquida, le président du département, vient de faire voter une charte de la laïcité ce matin. Vous êtes au courant? Oui, j'ai vu ça dans la presse. Alors, c'est étonnant, mais par exemple, le maire écologiste de Grenoble, il n'en veut pas de la charte de la laïcité. Parce que la loi de 1905 suffit à elle-même. Vous le voyez comme ça? Il a raison. Ah bah oui. La loi de 1905, elle est simple. Il n'y a rien à rajouter. Même le 9 décembre, M. Macron veut une loi sur la laïcité, d'après ce que j'ai compris. C'est interminé, hein, je l'avais écrit déjà. Macron se met complètement, il va se faire exploser. Il vaut mieux qu'il passe à autre chose. Je pense qu'il vaut mieux passer à autre chose. Il vaut mieux qu'il sécurise les frontières, qu'il arrête les terroristes, qu'il ne libère pas les islamistes qui vont sortir au mois de décembre, parce que j'ai vu que Darmanin disait que les islamistes intégristes condamnés pour des crimes de terrorisme vont être relâchés pour Noël. Bonjour, le feu d'artifice. Il vaut mieux qu'ils prennent un bateau et rentrent chez eux. Moi, je pense. Et les gens qui veulent vivre à l'heure de Mahomet en France prennent aussi un billet et qui partent en Arabie Saoudite. C'est là-bas qu'on peut vivre, dans le désert, comme Mahomet. Mais pas ici. Ici, c'est la France. C'est ça qu'il faut leur expliquer matin, midi et soir. Donc, vous avez été soutien de Philippe Sorel. Comment analysez-vous sa défaite? Comme il a analysé lui-même. Hein. Quand on n'a pas un parti politique derrière soi, quand on n'a pas des organes de presse qui vous cassent midi, matin et soir, la Pravda locale, là, qui, pendant un an, la Pravda locale, tout le monde sait de quoi je parle. Du matin au soir, vous avez la presse locale qui le lamine, qui l'attaque du matin au soir. Quand vous ouvrez un journal, c'est tous anti-Sorel. Après, vous avez les histoires qu'il a eues avec les vice-présidents. Bon, ça c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Mais moi j'ai soutenu Sorel parce que, par amitié,
et qu'il a fait de belles choses, et les Montpelliérains s'en rendent compte. Mais bon, c'est comme ça, hein. La vie continue. Vous qui êtes un acteur engagé pour la laïcité, là, comprenez-vous l'action de Philippe Sorel en faveur des fêtes à Rocco, Saint-Rocco, San Rocco? Ah, Saint-Roch. Ben, Saint-Roch, déjà, c'est un saint laïque. Donc, c'est un saint laïque qui a été récupéré par en plus, médecin de l'Université de Montpellier, qui a été récupéré par l'Église catholique. Bon, après, des processions, ça fait partie de la tradition. D'ailleurs, je crois que le tribunal administratif a donné raison à la mairie d'avoir organisé ça dans le cadre des festivités qui pouvaient attirer des touristes, qui pouvaient mettre en valeur le patrimoine touristique montpelliérain. Et voilà, donc c'est une tradition judéo-chrétienne. Je ne vois pas où il est le mal. C'est des laïcistes, des athées, des communistes qui attaquent... La libre pensée est laïciste. Ben oui, ils sont laïcistes, ils ne sont pas laïcs. En plus, ils sont 4. Parce que la libre pensée donc, est très remontée contre Philippe Sorel pour les fêtes à San Rocco et contre la charte de la laïcité aussi. Contre la charte de la laïcité, parce qu'ils disent qu'ils stigmatisent que M. Delafosse, le maire de Delafosse et président de Montpellier 3, stigmatise les musulmans. C'est un point de vue communiste et trotskiste, et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? C'est un point de vue erroné, je pense. Il ne stigmatise pas les musulmans. Il veut juste contrôler, contrôler, il ne va même pas pouvoir contrôler. En fait, en imposant une charte de la laïcité, il va obliger les gens à se dévoiler. Ceux qui veulent des subventions, ils laisseront des femmes non voilées rentrer dans leur association, et ils laisseront les jeunes jouer entre eux, les enfants, parce que déjà, quand ils font du judo, s'il y a une fille et un garçon se touchent, c'est interdit de se toucher, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Peut-on dire que l'enquête qu'on a fait il y a quelques semaines dans la Glorieuse, qui a démontré que la charte municipale de la laïcité était un coup de buzz médiatique de la part du maire? On ne peut pas le dire tout de suite, là. On peut ressentir ça comme un buzz. Un buzz médiatique. De com. Ouais. Il faut laisser le temps au temps. Hein. C'est-à-dire qu'elle démarre, là. Donc, à partir du moment où il y a un démarrage, c'est vrai que la presse en parle, parce que c'est le seul. En plus, il a été nommé... comment on appelle ça là, à l'Association des maires de France. Il a été nommé, il va diriger la commission sur la laïcité. On va lui laisser le... Il faut être honnête, il démarre son mandat. On ne va pas lui demander plus maintenant. On va voir comment ça va s'appliquer. Il faut laisser le temps au temps. Il faut le laisser faire ses preuves. A-t-on besoin réellement de faire évoluer la loi de 1905? Non. Il ne faut même pas la toucher. Il faut l'appliquer. Si elle veut, il faut l'appliquer strictement. C'est tout. Il ne faut même pas rajouter de texte, rien du tout. Pourquoi, selon vous, les écologistes, dans une certaine mesure, et surtout LFI, ont du mal avec la laïcité? Comment du mal? LFI, c'est quoi? La France insoumise. Ah, ils n'ont pas de mal. À mon avis, ils ne comprennent pas le... Il n'y a pas plus laïque que M. Mélenchon. Hein. Mais par contre, son entourage ne comprend pas ce que c'est la laïcité. Il n'y a pas plus laïque que M. Mélenchon. Non, mais ils sont plutôt communautaristes. Ils sont communautaristes parce que c'est là-bas qu'il faut chercher les voix. Donc c'est un jeu électoral. Ils veulent, voilà. Parce que Annie Slimane a dit c'est de la communication à propos du maire. Doulin, elle dit cette charte, elle divise. Donc elle divise qui? Elle n'y comprend rien, cette fille. Bon, non, mais c'est vrai, elle comprend rien. Elle comprend rien. Non, désolé, il faut le dire. Elle est toute seule. Elle nous fait il faudrait qu'elle fasse du... Il faudrait qu'elle devienne réalisatrice de films, parce que leurs vidéos sont belles, mais le contenu est complètement bidon. Il faut arrêter aussi de parasiter les associations citoyennes. Par exemple, la friche à Mimi, au départ, c'était des habitants. Maintenant, ça y est, ils campent à l'intérieur, il n'y a que du nous sommes dedans. Enfin, nous sommes, si je suis, parce qu'elle est toute seule. Hein. Nous sommes devient je suis. Ils sont deux. Il y a Rani, que je ne connais pas, et elle. Mais je suis, elle est toute seule, hein, parce qu'il y a ni la rousse, là, comment elle s'appelle, la verte, là, ouais. Et pas mûre, là, de mûre, là. Ouais. Voilà, arrêtez de Clotilde. Clotilde, arrête, va travailler à l'hôpital, là.
Va t'occuper des malades. Non, mais c'est vrai, il faut arrêter. Je pense qu'il faut. Le maire de Montpellier, vous l'avez rappelé, pour qui je n'avais pas voté. Chacun choisit son candidat. Mais il faut pas dire qu'il stigmatise les musulmans. Stop. Qu'est-ce que vous pensez de la dernière vidéo de la jeune Mila qui agite un peu les réseaux sociaux depuis une paire de jours? Ouais, elle m'a agité, moi, cette nuit. J'ai regardé sa vidéo à 3h du matin, parce que j'avais des copains qui m'ont appelé, et pour me dire quel est ton avis, parce que je l'avais défendue à la première. Mais la deuxième, je pense qu'elle exagère. Je pense qu'elle a 16 ans, je crois 16-17 ans, qu'elle est protégée par... elle a 2 flics avec elle. Elle ne trouve pas de lycée. Bon, on est en confinement, donc c'est pas... Mais bon, elle fait... en tant que laïque, je la condamnerai, en fait. Parce que si on suit son raisonnement, insulter le prophète et lui mettre les doigts dans le cul, comme elle dit, c'est non seulement un délit pénal, parce qu'elle a oublié que le déclenchement de la première affaire Mila, le procureur de la République l'avait poursuivi, elle, au départ, avant de poursuivre ceux qui l'insultaient sur les réseaux. Ça s'est retourné parce qu'il y a un groupe parisien qui a repris l'affaire, avec Caroline Forest et compagnie, que j'aime bien, mais qu'il y a une exagération. Sur la deuxième vidéo, je trouve qu'elle pousse le bouchon un peu trop loin. Elle devrait se mettre à l'abri, étudier, et arrêter de faire des photos à moitié dénudées et compagnie, tu vois. Donc il faut rétablir les... Il faut un peu d'éducation dans ce bazar. Elle nous fout un bazar pas possible. On essaie de construire des relations saines entre les hommes, qui soient musulmans, non intégristes. On est contre les musulmans intégristes. On essaie de promouvoir la laïcité un peu apaisée, et elle nous fout un bordel avec son truc. C'est vraiment le bordel. Vous étiez présent. Désolé de prononcer ce mot. Vous étiez présent à l'hommage sur l'instituteur décapité par le Tchétchène islamiste. Qu'avez-vous ressenti? J'étais très en colère au départ. J'ai pas dormi, comme j'avais dit à une radio. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise devant un acte barbare Même en venant tout à l'heure, je me disais, mais comment on peut égorger quelqu'un? Est-ce que vous avez peur aujourd'hui dans votre position de défenseur de la laïcité? Jusqu'à la décapitation comment il s'appelle déjà? Samuel Paty, je n'avais pas peur. J'avais le slogan, comment dire, d'un écrivain algérien qui est mort d'ailleurs sous les coups des islamistes algériens, qui a été égorgé et assassiné en Algérie en 92, je crois. Il disait, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. Tahar Djaout, écrivain kabyle d'origine francophone. En arabe, c'est quoi? Tahar Djaout. Non, mais c'est non, c'est en français, c'est un francophone. Non, mais ce texte-là. C'est pas en arabe. Dites-le en arabe. Ah, mais je sais pas, je parle pas arabe. Je suis pas arabe déjà. En kabyle alors? Même en kabyle, c'est difficile, c'est un francophone, c'est un texte français. D'accord. En Algérie, on parle français. Enfin, moi, ça fait 38 ans que je suis là, mais ils parlent français aussi. Oui, je sais. Enfin, plus ou moins, non? Ah non, ils parlent français. Il y a des arabophones, oui, il y a des arabophones, et des berbérophones et des francophones. D'accord. Il y a une lutte, il y a toujours une lutte entre les francophones et les arabophones. Parce que vous m'avez dit aussi que la liberté d'expression reculait. Là, aujourd'hui, vous êtes intimidé par les trolls sur les réseaux sociaux. Ah, oui, il y a des gens qui vous prennent à partie en vous demandant en demandant aux administrateurs des groupes que vous avez des positions laïcardes, excessives, et que donc qui vous sortent des groupes. Et vous m'avez dit que vous avez été sorti de 10 groupes. Ah oui, en fait, je suis sorti 7 groupes involontairement et 3 groupes volontairement, parce qu'à partir du moment où on vous bloque tout ce que vous écrivez, autant ne plus écrire. Par contre, le dernier en date, c'était celui qui m'a trouvé courageux, parce que je ne me cache pas derrière un pseudonyme, je mets ma photo, je suis présent sur le terrain. Ouais, vous n'êtes pas caché, alors non, que... Alors, ils sont cachés. Tous les gens qui vous trollent sont tous cachés. Sont tous cachés. C'est ça qui est malheureux, parce qu'ils ne sont pas courageux. Donc, en fait, moi je ne sais pas si je suis courageux, comme dirait mon grand-père, je ne sais pas si tu es courageux ou tu es inconscient. Moi je dis c'est souvent les deux.
Donc on est dans cette matière-là. Mais c'est vrai que à partir du moment où on les contredit sur des préceptes. En ce moment, sur ma table de chevet, j'ai le Coran. Donc à partir du moment où, en plein confinement, je me tape le Coran midi, matin et soir, et que je les contredis sur leur terrain à eux, religieux, en leur disant que le voile n'est pas une obligation, le voile n'est pas une obligation dans le Coran, le halal qui prône à tort et à travers, Coca-Cola halal, le pain halal, machin, ça n'existe pas. Voilà, je les contredis sur leur propre terrain, ils demandent à des administrateurs de leur groupe de me supprimer, enfin de m'exclure. Parce que maintenant, est-ce que vous devez éviter certains quartiers, certaines rues vous m'avez dit, j'ai des amis aussi qui n'écrivent plus sur les réseaux sociaux. Des amis de l'Observatoire de la laïcité ne publient plus rien. Ils ont décidé de ne plus publier parce qu'ils ils sont encore en plus ils sont cachés, certains sont masqués, on va dire. Ils sont sur des pseudos, ils en ont marre de recevoir des insultes, que l'administrateur leur vous mettez un post, le lendemain vous ne le retrouvez plus, parce qu'en fait, il y a des discussions qui s'engagent avec les gens. Quand on est sur un réseau social, c'est pour se socialiser, même si on est en... Comment dire ? En confinement. En confinement ou à l'extérieur. Ah oui. Eux n'écrivent plus. Bon, c'est vrai qu'il y a des quartiers qu'on évite. Moi, j'évite certains quartiers. Voilà. Vous évitez quel quartier à Montpellier ? Certains quartiers. On va pas dire les quartiers. J'évite certains quartiers. On ne sait jamais, parce que, vous savez, en ce moment... J'aimerais faire une proposition au maire de Montpellier, tiens, qui fasse un arrêté pour interdire le port d'armes blanches pour les gens. Je ne sais pas pourquoi les gens se baladent tous avec des couteaux. Moi, j'ai peur de ces gens qui baladent avec des couteaux. Je ne sais pas, on n'est pas dans le désert, on n'est pas en train de chasser le gibier à la pioche ou au couteau. Donc, il devrait peut-être penser à faire un arrêté où on interdit, l'interdiction, ou le préfet, mais c'est le maire, je pense, interdiction de port d'armes blanches sur le territoire du métropolitain. Ça, c'est une proposition que je lui fais. Parce que les coups de couteau qui se baladent, un jour, c'est vrai que depuis la décapitation du gars, beaucoup de laïcs, de laïcs normaux, pas de laïcistes, ont peur, oui. On ne peut pas dire qu'on n'a pas peur. Prendre des positions... Vous avez retenu quoi du discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité et les séparatismes ? Rien, il parle dans le vent. Non, mais c'est vrai, c'est un gars qui nous gonfle, je suis désolé de le dire. J'ai voté pour lui, je ne revoterai pas pour 2022 pour lui, parce qu'il ne passera pas déjà. Donc il ne passera pas le premier tour, il se jospanise, il devient Jospin. Il va finir, il faut qu'il fasse gaffe. Comment dire ? Ils sont finis là. Il faudrait qu'il nous règle ce problème de virus, et qu'il ne se représente pas, si j'étais son conseiller. Ça ne sert à rien. Là, il va faire... Au départ, c'était la loi sur le séparatisme. Là, ça devient la loi sur la laïcité, rénovée. Mais il n'y a pas à rénover. Il y a à appliquer la loi de 1905. Point à la ligne. En plus, le 9 décembre. Le 9 décembre, c'est la fête de la laïcité, la journée de la laïcité. Ils vont nous sortir un truc complètement bidon. C'est un terrain miné. Application de la loi de 1905. Point à la ligne. Il faut l'appliquer. Rien. Quand Macron propose l'introduction de la langue arabe dans l'enseignement en France, vous en dites quoi ? Une idiotie. Désolé, c'est complètement débile. J'ai quitté l'Algérie parce qu'on venait d'arabiser. J'arrive en France, 38 ans après, un président français veut mettre l'arabe, la langue arabe. C'est possible, au niveau de l'anglais et tout ça. Mais lui, c'est dans notre cadre. C'est-à-dire qu'il va enseigner aux enfants, dans le primaire, que tu le fasses à l'université, comme le grec, le latin, tu peux apprendre ce que tu veux comme langue. Mais là, le mettre au primaire, parce que soi-disant, la langue est enseignée dans les écoles coraniques, et que c'est le Coran qu'on leur ingurgite dans le cerveau, il veut transposer ça et mettre l'arabe à l'école primaire. C'est complètement à côté de la plaque. Déjà, les enfants ne parlent pas français. Ils parlent français en classe, et quand ils rentrent chez eux, ils ont une autre langue. Et en plus, c'est pas l'arabe. 90% des immigrés d'origine nord-africaine, enfin maghrébine, sont berbères. Donc il parle une langue qui n'est pas arabe. Et ce gars, ce monsieur le président, si je peux me permettre, je dis ce gars, Manu, parce que je le connais, mais je lui dirai si jamais il revient sur Montpellier, il veut introduire la langue arabe. D'ailleurs, je crois que le maire de Béziers lui a fait un tweet en disant arrêtez de donner des cours de français, oui. Favoriser le développement de la langue française. Moi, j'ai un ami qui a 70 ans,
qui vient de se marier pour la 3e fois, parce que ses 2 épouses précédentes sont décédées. Comme il ne veut pas vivre seul, il est allé au bled, c'est un Kabyle, il est allé chercher une femme de 50 ans qui ne parle pas français. Ben, vous savez, le mec il a 70 ans. Vous avez vu, il lui a pris des cours de français. Il a payé un prof de français pour donner des cours de français à sa femme pour qu'elle s'intègre à Montpellier. Et M. Macron veut donner des cours d'arabe à des petits qui arrivent, qui parlent que la langue berbère ou arabe dans leur environnement familial. Il leur donne des cours d'arabe. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et en plus, c'est pas leur langue, même s'il veut leur donner de la langue arabe qui est parlée en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'est pas la même que celle qu'on donne dans les écoles coraniques ou la langue arabe littéraire. C'est l'égyptien. Et quel est votre regard sur la fin du système des imams détachés, là, les imams importés et l'islam de France? Ce grand sujet là dont on parle et qu'on n'a pas l'impression que ça avance. Ça n'avancera jamais, parce que l'islam de France, c'est quoi l'islam de France? Je ne sais pas, quel est votre regard là-dessus? Moi, je préfère avoir des imams importés. Enfin, je vais choquer peut-être les gens. Il vaut mieux les importer et qu'on les maîtrise, parce que les pays d'où on les importe, il faut déjà les choisir. Vous avez le Maroc qui maîtrise bien ses imams. Ils sont bien téléguidés par le gouvernement marocain. Les Algériens aussi. Les Tunisiens, idem. Donc en fait, ils ont un contrôle. Et quand ils arrivent en France, ils perdent, les Algériens ou les Marocains ou les Tunisiens perdent certains. Des brebis galeuses qui partent et qui deviennent islamistes. Donc je préfère que les pays d'origine contrôlent ces imams que de créer des écoles où on enseignerait, comment dire, où on deviendrait imam. Mais c'est compliqué, hein, un islam de France. Sur le 5e canton, vous avez appelé à voter là, au 2e tour des élections il y a 5 ans pour Botkin et Jérémy Malek. Est-ce que vous êtes content de ce choix? Non, j'ai appelé à voter pour les candidats il faut prendre la question à l'envers. Bon, reposez la question. On s'est présenté. Faites la question et oui, la question. C'est à l'envers. Je me suis présenté sur le 5e canton au premier tour. On a récupéré 4,89 ou 5, allez, on va dire 5, autour de 5%. Et au 2e tour, ceux qui ont été désignés par M. Philippe Sorel avaient en face d'eux le Front National. Nous avons appelé, le Modem et moi, à voter pour les candidats sur les... Oui. Alors, ma question, c'est est-ce que vous êtes content du travail qu'ils ont fait sur ce canton? Les deux? Oui. Non. Inexistant. Ils n'ont rien fait. En tant que conseiller général, ils n'ont rien fait. D'accord. Personne ne les connaît. Hein. Personne ne les connaît? De vue sur les magazines. Bon, on va terminer par la question chapeau. Moi j'ai voté Philippe Sorel, j'ai pas voté pour... on va terminer par la question chapeau pour rebondir sur... C'est la même, hein. C'est l'histoire de cantonal. Si vous pouvez lire. Ah oui. Candidat au départemental en 2015, allez-vous vous représenter? Pour faire perdre Jérémy Malek et les Maud Botkin, oui. Je me présenterai pour qu'ils repassent. Ça, c'est sûr. Ah, c'est certain. Il ne faut pas qu'ils reviennent. Il ne faut rien. Désolé de le dire. Hein. Pas désolé. Non, je ne suis pas désolé. Je me présenterai. Par contre, je suis à la recherche de bilan. Donc, oui, peut-être. J'ai pas dit que je me présenterai, hein, parce que c'est quand même fatigant de faire campagne. Mais avec le Covid, je ne sais pas si ça va se faire. Mais oui, pourquoi pas. On peut se lancer. Avec 5%, on peut tout faire. On peut arriver... Vous avez vu le clown, il a fait 9. En plus, il a la tête vide. Non, mais c'est vrai. Il a atomisé monsieur... Comment il s'appelle? Altrad. C'est bon. Donc on peut faire pareil. On va faire un nez en rouge et on va passer les 10%. Non, mais il faut présenter de temps en temps. Très bien. Mais oui, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.